Bonjour. Alors, je suis Priscille Lebon, je suis infirmière au Centre France Abaclès et également infirmière sur l'unité régionale d'oncogériatrie. Donc, nous allons vous présenter quelques exemples d'études régionales justement que nous proposons pour les patients seniors. Alors, tout d'abord, cette étude que nous avons appelée TELOG, qui permet d'avoir un suivi gériatrique téléphonique chez les patients âgés traités pour cancer. Et donc, l'objectif de cette étude était de valider un questionnaire téléphonique standardisé réalisé par un infirmier 3 mois après la consultation initiale du patient en consultation d'oncogériatrie. Donc, du coup, nous avons inclus 131 patients pour au final en avoir 95 qui ont été jusqu'au bout de cette étude, avec donc à 3 mois une rencontre avec le médecin gériatre et donc ce questionnaire téléphonique qui a été fait en parallèle à l'aveugle des résultats du gériatre. Donc le résultat de cette étude a montré que tout d'abord ce questionnaire était faisable, surtout en l'absence de troubles cognitifs, que le déclin gériatrique pouvait expliquer aussi la difficulté pour certains patients à compléter l'étude et à aller jusqu'au bout. Mais malheureusement, le questionnaire n'a pas été validé du fait de la discordance au niveau des réponses, notamment entre ce que les patients pouvaient dire à l'infirmier et ce qu'ils pouvaient exprimer avec le médecin à 3 mois. Et nous avons aussi constaté une fragilisation chez les patients qui étaient initialement robustes. Eh bien, en fait, on remarque qu'à 3 mois après le début de son traitement, il pouvait présenter des fragilités, notamment au niveau de l'équilibre et des chutes. Donc, on a pu conclure qu'en effet, d'autres études étaient nécessaires pour trouver le moyen le plus pertinent pour suivre le statut de ces patients gériatriques traités pour cancer. Je redonne la parole à Bérangère. Alors moi, je vous parle d'une étude que je me mène au CHU de Caen, au CHU de Rouen et qui va ouvrir aussi prochainement à Marseille. Donc c'est une étude là qui évalue, on va essayer de trouver justement quels sont les facteurs de fragilité qui sont associés au fait de se remettre d'une chirurgie de la vessie, donc parce qu'on s'est rendu compte que c'est une chirurgie quand même très très lourde et qu'après 65 ans, c'est déjà une chirurgie qui peut être très difficile à surmonter. Et notre hypothèse, c'est que la masse musculaire, la force musculaire est probablement associée à on va dire, à des effets des suites opératoires qui sont plus importants. Donc, en fait, on fait tout un recueil de cette force musculaire et de cette masse musculaire. Donc, la force musculaire, on la mesure avec ce que vous voyez en photo à droite, ça s'appelle un dynamomètre. Donc, on fait mesurer la force de préhension. On mesure la quantité de muscles, alors sur les scanners qui sont réalisés dans le cadre du bilan du cancer, et puis à travers une balance à impédance-métrie. Et puis, on enregistre aussi la performance musculaire par la vitesse de marche, les tests d'équilibre. Et on enregistre également l'intensité de l'activité quotidienne par un actimètre qui se porte comme une montre. Voilà, donc ça fait partie d'une des études qui est ouverte et en cours au CHU de Caen. Alors là, cette fois-ci, je vous reparle d'une autre étude qui maintenant est terminée. Enfin, on prévoit d'en faire une suite, mais c'est une étude qui s'est déroulée à Baclès et au CHU de Caen, où on a testé en fait la faisabilité d'utiliser une plateforme de marche pendant l'hospitalisation des patients âgés pour cancer. Donc l'idée, c'était chaque jour d'hospitalisation pour lutter contre l'alitement qui est néfaste pour l'état de santé des patients, puisque l'alitement s'associe à une fonte musculaire. Et pour essayer de préserver leur indépendance et leur capacité de marche, on avait effectivement installé une plateforme dans chacun des établissements et il y avait un éducateur en activité physique adaptée qui amenait les patients à la plateforme. Donc, c'était destiné à des patients de 70 ans et plus. Donc, des patients qui étaient capables de marcher, bien sûr. Et la plateforme de marche, c'était une plateforme connectée avec une tablette qui permettait de visualiser des paysages. Donc, c'était assez ludique aussi sur cette plateforme. Donc, on a inclus 45 patients. Alors, la difficulté, en fait, des études qui sont menées en cours d'hospitalisation, c'est que l'état de santé est parfois instable et donc il y a des patients qui finalement n'ont pas pu faire
les 2 séances. Donc, il y a eu des motifs médicaux. Parfois, les patients ont changé d'avis aussi. Puis certains, par contre, sont sortis assez rapidement de l'hôpital, parfois, donc n'ont pas eu l'occasion de faire la deuxième. Donc, en fait, il y a eu 31 qui ont pu réaliser les 2 séances. Donc, c'est vrai que on a pu démontrer que c'était quand même faisable de marcher. Alors, c'est vrai que sur cette plateforme, c'est des patients qui étaient plutôt capables de marcher au moins 10 minutes d'affilée déjà dès le départ, en fait. C'est vrai que sinon, c'était la condition de maladie aiguë qui indiquait leur hospitalisation fait que parfois, ils étaient un petit peu trop faibles pour pouvoir au moins marcher 6 minutes. Mais on a quand même pu constater une progression de la vitesse de marche entre 2 séances. Donc, c'est vrai qu'on va essayer, en fait, dans notre prochaine étude à PAOK, d'essayer d'évaluer un petit peu plus au long terme les bénéfices de cette plateforme, alors pour des patients qui seraient plutôt hospitalisés pour une chirurgie programmée, notamment digestive ou ORL, en fait. Une autre étude que nous avons aussi menée précédemment, donc c'était une étude pour essayer d'identifier les fragilités psychologiques, on va dire, des seniors face au cancer. Et donc c'était une étude où on recueillit des données au moment de l'inclusion, donc entre la période du diagnostic et avant la mise en traitement, avec des autoquestionnaires sur le côté anxieux ou dépressif, en fait, pour essayer de définir un peu le profil psychologique. Et on demandait au médecin traitant de réévaluer 3 semaines après pour voir si les troubles persistaient éventuellement. Et ce qu'on a pu définir finalement, c'est que sur 93 patients évalués au départ, on en a trouvé finalement, nous, au jour de l'inclusion, 66 patients qui avaient quand même des symptômes sur un des autoquestionnaires et pour lesquels on a proposé un entretien avec un psychologue, mais qui n'a pas toujours été accepté. Et finalement, sur les patients réévalués, il y avait quand même au moins 10 patients qui ont eu un diagnostic de dépression. Alors, c'est vrai que ça peut parfois être de la dépression qui peut être aussi réactionnelle à l'annonce du cancer aussi, mais c'est important de l'identifier et de la prendre en charge. C'est pas forcément toujours... C'est difficile, le temps pour discuter suffisamment avec le patient n'est pas toujours donné. Et c'est vrai que c'est important de laisser la parole pour exprimer toute cette détresse parfois. Donc, en fait, les résultats de cette étude montraient qu'effectivement, il y avait un des 3 questionnaires, on a pu identifier qu'il y avait un des 3 questionnaires qui était plus pertinent pour détecter la survenue de la dépression. Et on cherche en fait des financements pour pouvoir valider en fait ce questionnaire-là au niveau national et dans d'autres centres, parce que c'était une étude exclusivement normande pour cette première partie. Alors, un autre domaine qui est important à évaluer, c'est aussi les troubles cognitifs, la mémoire. Et donc, pour cela, nous avons cette étude qui s'appelle l'étude MOCA, qui a permis en fait de comparer 2 tests que nous connaissons bien, c'est le MMS et le MOCA, dans cette évaluation de gériatrie. Alors, on sait que le MMS est moins sensible que le MOCA pour détecter ces troubles, mais du coup, aucune étude à ce jour n'avait été faite pour justement les différencier. Une autre étude qui s'appelle COGAGE, elle a révélé que chez les patients de plus de 65 ans qui avaient eu un bilan neuropsychologique avant et après son traitement de chimiothérapie, le score MMS n'avait montré aucune pathologie, alors que les patientes, au moment de l'évaluation neuropsy, avaient été détectées avec des troubles chez 76% de ces patientes. Et parmi les patientes ayant un déclin, 64% ont développé des troubles cognitifs pathologiques et 12% avaient initialement des troubles cognitifs. Et nous, dans notre étude MOCA, les résultats ont montré sur 66 patients inclus, avec un âge moyen de 78 ans, a montré que le score MOCA était plus souvent anormal que celui du MMS, et notamment lorsque les patients prennent des psychotropes. Et à 9 mois, lorsque nous avons réévalué, parmi les 27 patients réévalués, eh bien, on se rend bien compte qu'il y a une dégradation au niveau des troubles cognitifs révélée par le MOCA. Donc pour nous, c'était donc plus sensible.
Oui, donc en fait, l'étude MOCA, la première étude a été terminée, mais en fait, la suite est déjà en cours. En fait, on essaie de creuser un petit peu plus ces comparaisons avec les bilans neuropsychologiques, mais c'est vrai qu'on tend à ne plus trop utiliser le MMS qui ne semble pas très discriminant en fait pour détecter les troubles cognitifs. Donc là, en fait, ce qui est ouvert actuellement au CHU et à Baclès s'appelle l'étude MOCA 2, qui est la suite de cette première étude. Et enfin, donc là, je vous parle d'une autre étude qui démarre. Alors, elle ne démarre pas forcément au bon moment, puisqu'elle a démarré en juillet 2020. Et on était entre deux confinements, mais c'est vrai que la difficulté de l'accès aux structures d'activité physique adaptée était compliquée avec des fermetures importantes en fait sur le territoire. Donc, bon, c'est une étude qui reste ouverte. Donc, dès que ce sera possible, dans certains territoires, c'est possible puisque certains éducateurs travaillent de façon individuelle et peuvent se déplacer au domicile des patients avec leur masque, avec le gel hydroalcoolique. Donc, ça, c'est faisable. Hein. Donc, c'est une étude qui est financée par la Conférence des financeurs pour la prévention de la perte d'autonomie du Calvados. Et en fait, on cherche à évaluer les bénéfices de l'activité physique adaptée chez les seniors de plus de 60 ans. Donc, c'est dans le cadre du dispositif IMAPAC qui existe déjà, qui est organisé par le réseau régional de cancérologie depuis plusieurs années. Et donc, il y a un financement de 12 séances d'activité encadrées par un éducateur en activité physique adaptée. Donc, le dispositif spécifique senior, il concerne des personnes résidant dans les territoires qui sont en jaune clair sur la carte. Hein. Donc, c'est le Pays d'Auge Nord, le Bessin et le Bocage virois. Alors, ça s'était défini parce que la conférence des financeurs avait identifié que sur ces territoires-là, il y avait davantage de seniors. Enfin, la répartition de la population est plus âgée sur ces territoires-là. Donc, on avait choisi de cibler sur ces territoires pour commencer, enfin, en tout cas dans une première étape. Et donc là, on observe en fait les bénéfices sur la force musculaire, l'équilibre et la peur de chuter. Donc c'est des recueils de données observationnels qui sont réalisés. Alors tout ça, c'est important aussi parce que, comme on vous l'a montré un petit peu dans les autres études, on se rend compte que la faiblesse musculaire peut potentiellement être associée à une bonne tolérance du traitement du cancer. Donc, si l'activité physique peut améliorer cette force musculaire, c'est important aussi pour essayer d'éviter, pour limiter le risque de chute, puisque les risques de chute en lui-même risquent d'induire des fractures ou des hospitalisations. Or, donc, le risque de chute, on sait aussi est plus important dans le cas du cancer. Alors, il y a parfois ça dépend de sa localisation, mais sa localisation peut induire des troubles neurologiques. Il y a certaines chimiothérapies qui peuvent aussi induire des troubles neurologiques dans les membres inférieurs. Globalement, il y a la fatigue, il y a des risques de déshydratation, on en a parlé, d'anémie qui sont aussi fréquents. Donc, c'est vrai que la maladie cancéreuse fragilise le patient aussi sur ce domaine-là. Et en sachant que le risque de fracture peut aussi être plus important parce que certains traitements augmentent la fragilité osseuse, la déminéralisation osseuse, comme les traitements hormonaux qui sont utilisés pour le cancer du sein et de la prostate, et parfois la corticothérapie, les cortisones, qui est utilisée de façon prolongée, peut aussi déminéraliser l'os et donc augmenter le risque de fracture. Donc c'est vraiment une problématique importante d'essayer de lutter contre de réduire le risque de chute. Donc, l'activité physique, ça fait partie un des actes de prise en charge dans ce domaine-là. Donc, on essaye de travailler, d'évaluer en fait les prises en charge pour essayer de proposer ce qu'on appelle, ça fait partie des soins de support en fait en oncologie. Voilà, donc c'est la dernière diapositive et les messages clés qu'on veut vous faire passer. Donc, c'est l'importance de participer à la recherche clinique puisqu'il y a des besoins d'améliorer les connaissances médicales chez les seniors. Ce qui est important aussi, c'est de bien lire les notes d'information, ne pas hésiter à poser des questions. Souvent, les notes d'information, alors il y a parfois une dizaine de pages selon les protocoles, donc surtout sur les protocoles de catégorie 1 où il y a une évaluation du médicament. Donc, il y a souvent des termes très complexes.
Pourtant, le comité de protection des personnes essaye de vérifier que les informations sont le plus claires possible. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à poser les questions. Et puis, globalement, c'est que, ça c'est un message aussi général, c'est que pour bénéficier des traitements oncologiques, c'est important de s'entretenir physiquement et cognitivement. Ça, c'est important le plus longtemps possible. Et que ce n'est pas parce qu'on est malade qu'on se repose. Au contraire, quand on est malade, il faut être de plus en plus actif pour mieux lutter contre les effets de la maladie.